cet après-midi, nous allons interroger plutôt, le projet éducatif de l'ESC. Nous allons l'interroger aussi en regard avec l'évolution de son public, un sujet que vous connaissez bien, un public qui s'est diversifié aussi, comme la ruralité a changé depuis 50 ans. Avec des établissements qui se retrouvent aujourd'hui presque en ville ou en tout cas en zone périphérique. Et puis un public qui est plus mixte aussi à travers ses origines sociales et ses origines tout court. Se pose la question pour l'ESC en particulier du vivre ensemble et de la laïcité qui font partie du projet pédagogique de la discipline. On va également parler de cet après-midi d'éducation aux médias. Évidemment, vous ferez le lien. Alors tout de suite, on va commencer avec un autre sociologue, Jean-Pierre Sylvestre, qui est à mes côtés. C'est presque un de vos collègues, puisqu'il a lui-même enseigné l'ESC pendant 10 ans. C'était ça la petite conversation qu'on avait sans les micros plutôt. Il est aujourd'hui professeur émérite de sociologie à l'Université de Bourgogne et membre du conseil scientifique de la Maison des sciences de l'homme de Bourgogne également. Si vous voulez rajouter après, parce que j'essaye de faire le tri entre vos différents titres. Je vais vous laisser. Et avant tout, et j'espère que ça se passe bien, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous avez écrit sur l'éducation socio-culturelle et maintenant, vous allez nous parler des mutations de cette éducation. Est-ce que les mutations de la société impactent la construction de l'identité des adolescents, les relations entre les jeunes et l'institution scolaire, entre les jeunes et des adultes, un sujet qui va évidemment passionner les enseignants d'ESC. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir fait l'honneur et l'amitié de m'inviter pour commémorer ces 50 ans d'éducation socio-culturelle. Alors, puisqu'on m'a demandé de témoigner, je vais témoigner. Alors, il me semble que si j'ai quelques légitimités pour témoigner, c'est pour 3 raisons. La première raison, comme l'a rappelé madame, c'est que j'ai enseigné l'ESC pendant une dizaine d'années, si je compte mes 2 années de formation. À l'INPSA, que Bertrand Hervieux, que vous avez vu ce matin, appelait l'abbaye de Thélème, pour des raisons que les plus anciens connaissent peut-être, enfin peu importe. La deuxième raison, c'est que après être passé de l'enseignement agricole et à l'enseignement supérieur agricole et agronomique, à l'INPSA, puis à l'ENESAD, qui est devenu AgroSup depuis, j'ai aussi fait une quinzaine d'années à l'université, mais tout en conservant des rapports assez étroits avec l'ESC, puisque j'ai participé à de très nombreux jurys de recrutement, et ça a été l'occasion pour moi ce matin de retrouver un certain nombre d'ex-candidats et aussi des collègues qui faisaient partie du même jury que moi. Alors, puisqu'il est question du projet éducatif de l'ESC et du rapport entre le passé, le présent et l'avenir, vous me permettrez, pas simplement en tant qu'ancien combattant, de vous dire que quand j'ai été recruté en 1973, Paul Arvois, qui a créé le corps d'ESC avec l'aide et l'appui du ministre de l'Agriculture Pisani, avait souhaité, et c'était vraiment son projet et son vœu, que l'enseignement agricole qui avait été modernisé pour permettre aux agriculteurs de sortir de ce qu'on appelait leur routine et devenir de parfaits entrepreneurs, soit aussi l'occasion pour ces mêmes agriculteurs de vivre ce qui pose moins de problèmes aujourd'hui, mais qui l'était plus à l'époque, à parité
avec les gens des milieux urbains, parce qu'il y avait plus d'enclavement des espaces ruraux. Et son souci était double. Je crois que si Arvois a voulu absolument que les professeurs d'éducation culturelle, comme on disait à l'époque, ou les animateurs socioculturels, puisqu'il y avait 2 corps à cette époque, soient à la fois des enseignants et des animateurs, c'est parce qu'il voulait à la fois qu'ils soient intégrés à l'institution d'enseignement qui était un lycée agricole, mais parce qu'il voulait aussi d'une certaine manière bousculer un certain nombre de manières de faire pédagogiques. Alors ça ne s'est pas fait de façon facile, hein, puisque quand Arvois a commencé à recruter les premiers enseignants de SC, il le faisait en faisant confiance à son intuition et sans doute à son génie, parce qu'il avait quand même une haute estime de lui-même, pas forcément imméritée d'ailleurs, mais il le faisait en recrutant avant tout des gens qu'il considérait comme de fortes personnalités. Or, ces fortes personnalités à l'époque sont souvent arrivées dans des établissements où l'intégration était beaucoup plus difficile qu'ils le pensaient. D'abord parce qu'ils avaient un statut et des missions qui n'étaient pas celles de l'enseignement classique, et aussi parce qu'il faut le reconnaître humblement, un certain nombre d'entre eux ont peut-être manqué à la fois d'habileté stratégique et de modestie. Puis les choses se sont calées. Moi, j'ai eu la chance d'être formé à l'INPESA à l'époque où il y avait une grande ouverture pédagogique et aussi énormément de moyens financiers. Hein. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent sans doute, mais c'était assez extraordinaire la formation que l'on pouvait avoir à l'époque. Et puis, à une époque où il y avait sans doute beaucoup de dogmatisme dans les débats entre socioculturels, mais aussi un vrai bouillonnement culturel. Personnellement, hein, c'est parce que je témoigne, donc j'essaie de témoigner sur ce que j'ai vécu et en même temps de ne pas en faire strictement une affaire personnelle. Mon premier souci, je ne sais pas si le problème se pose de la même manière aujourd'hui, je ne crois pas, ça a été moins d'être le porteur de la nouveauté et de la modernité pédagogique dans mon établissement, dans les établissements que j'ai fréquentés, Morlaix, dans le Finistère, Clermont-Ferrand et Lyon-Dardilly, que d'être reconnu par mes collègues enseignants des autres disciplines comme quelqu'un qui voulait s'intégrer, qui ne savait pas tout et qui n'était pas un modèle. Et en même temps, j'ai été soucieux, et mes collègues qui sont là, comme Patrick Dussault, qui est de la même promo que moi, pourraient le dire, le fait de manifester un souci d'intégration plutôt que de cultiver sa marginalité a beaucoup contribué à sortir un petit peu l'enseignement agricole et l'ESC au sein de l'enseignement agricole d'une position un petit peu de critique, pas toujours très habile stratégiquement. Et je crois aussi, mais là ça a été l'objet de débats très forts entre nous, quand la loi de rénovation de l'enseignement agricole en 1984 a dit qu'il fallait passer des progressions qui étaient des objectifs pédagogiques et surtout des contenus pédagogiques en matière d'enseignement un peu trop vagues à de vrais programmes, ça m'a soulagé. D'ailleurs, avec mon collègue de Dardilly à l'époque, Gilbert Renaud, que certains d'entre vous ont peut-être connu, on avait déjà constitué nos propres programmes, on était un petit peu des francs tireurs. Mais encore une fois, à tort ou à raison, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec cette manière de jouer le jeu à fond de l'enseignement. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, après je suis passé à autre chose, je suis resté au ministère de l'Agriculture puisque je suis arrivé à l'IMSA, moins pour m'occuper de la formation des animateurs, mais pour participer à la formation d'agents de développement au milieu des années 80, à une époque où beaucoup souhaitaient qu'on revienne au projet de Paul Arvois initial, qui était quand même de privilégier l'animation des établissements et l'animation du milieu rural par rapport à l'enseignement plus académique, même s'il était renouvelé
est plus ouvert à la pluridisciplinarité ou à l'interdisciplinarité. Je ne sais pas trop quel terme il faut employer. Et à ce titre-là, j'ai pu rencontrer de nombreux collègues qui étaient détachés dans des fédérations comme celle des foyers ruraux et qui essayaient sur le terrain de faire le lien entre les établissements d'enseignement et puis le monde du développement agricole et puis aussi l'animation culturelle, l'action culturelle. Et ça marchait assez bien. Mais jusqu'à ce qu'un certain nombre de choix, souvent guidés par des raisons budgétaires, aient amené le ministère à abandonner ce volet de la création d'un corps un petit peu d'agents de développement qui aurait associé des profs d'éducation culturelle ou des professeurs d'éducation socioculturelle, comme on dit aujourd'hui, et puis des animateurs associatifs, et puis des agents de développement, de formation plus techniques. Et ce que j'ai bien vu, alors en participant au jury de recrutement, c'est, puisque c'est un peu l'objet de cet après-midi, c'est à la fois la continuité et le changement dans les grands principes et les grandes valeurs qui ont fondé notre corps. Alors, ce qui n'a pas changé, me semble-t-il, mais vous êtes mieux placé que moi pour le dire, c'est le souci de former des jeunes agriculteurs ou des jeunes gens en général qui soient des citoyens actifs de leur localité et éventuellement de la localité élargie. Donc c'était très important, pas simplement d'instruire ces jeunes gens, mais de les préparer à être des acteurs et des adultes engagés. Et ça, c'était très très fort dans le projet initial d'Arvois et dans celui du ministre Pisani. D'ailleurs, ça reprenait les idéaux de l'éducation populaire, de la pédagogie active, mais aussi de la jeunesse agricole catholique, qui était le pendant confessionnel, à bien des égards, des idéaux de l'éducation populaire. Et ça, j'ai bien vu comment les générations de professeurs d'éducation socioculturelle recrutés s'inscrivaient dans cette continuité, mais en même temps avaient un rapport au métier qui était probablement moins militant, et je dis ça sans aucune perspective critique, que l'étaient les premières générations. Première génération qui avait une formation qui était beaucoup plus hétéroclite que ce qu'elle est devenue, et puis probablement une conception, une pratique du métier qui en faisait plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des francs-tireurs, pour le meilleur ou pour le pire, que des gens soucieux de s'intégrer à des institutions, à des structures qui ont des défauts, mais qui ont aussi des qualités et que l'on ne peut pas regarder de trop haut et de manière trop critique, même si on souhaite les faire évoluer. Alors, je ne sais pas si l'éducation permanente, si peuple et culture, ça parle encore beaucoup aux jeunes générations. Peut-être que les grands noms de cette époque, et peut-être même que les mots ont changé, en tout cas qu'ils ont évolué, mais je crois, et je m'en suis rendu compte en visionnant les 4 films qui vont vous être présentés cet après-midi, que c'est encore très présent. Et je crois que pour bien savoir qui l'on est et ce qu'on est susceptible de devenir, c'est important de savoir d'où l'on vient. Et c'est pour cette raison qu'il y a quelques années, d'ailleurs pour les 40 ans de l'ESC, avec Anne-Marie Lelaurin, ma collègue historienne, et puis un de mes étudiants en sociologie, qui est devenu inspecteur du travail depuis, nous avons réalisé une enquête sur la profession de professeur socioculturel, qui nous a amené, et ça c'était le travail surtout d'Anne-Marie, à nous pencher sur l'histoire de l'ESC, et surtout, enfin pas surtout, et dans un deuxième temps, à essayer d'identifier et de comprendre comment les générations de profs
successives, s'étaient approprié leur métier en le bricolant et en le braconnant de façon souvent assez habile et en tout cas efficace. Alors vous savez encore une fois mieux que moi ce qu'est encore ou ce qui est devenu, comment a évolué la pédagogie active, l'éducation permanente, l'éducation à la citoyenneté. Le vocabulaire a changé, en bien ou en mal. Moi, je suis un peu has-been, donc j'ai tendance à considérer qu'on jargonne un peu trop aujourd'hui, mais peu importe. Mais je crois que si le métier a changé, si des générations successives l'ont adopté à leurs propres préoccupations, aux modifications de leur environnement, je crois quand même que les grands principes sont toujours là et que ces grands principes ne sont pas simplement des vœux pieux et une espèce d'autocélébration de choses auxquelles plus personne ne croit beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, et peut-être pour faire parler, converser les générations de professeurs au sein d'une même discipline qui a aussi une histoire. Moi, j'avais lu pas mal de trucs sur la question. C'est vrai qu'entre le temps des pionniers et puis aujourd'hui, il y a eu des mutations. Ces mutations qui sont aussi des mutations professionnelles. Jean-Pierre Sylvestre, vous les liez à quoi ? À une institutionnalisation des lycées agricoles et de ce métier de professeur de SC en particulier, ou à un besoin qui est aussi un besoin social des jeunes aujourd'hui du monde rural ? Moi, mon interprétation, elle est subjective. Donc, mon interprétation, est subjective, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'ai été content. C'est en 84, la loi. J'ai quitté le lycée de Dardilly en 85. Moi, j'ai été content, d'une certaine manière, pour caricaturer un peu et pour faire de la provocation, que le SC rentre dans le rang. Parce que cette façon de rentrer dans le rang sans perdre ses fondamentaux, comme on dirait au rugby, n'est-ce pas Hervé, c'était une manière d'être mieux reconnu et finalement mieux accepté par les collègues sans perdre son âme. Vous aviez l'impression d'être vraiment à part dans vos établissements en ce qui avant, me concerne, quand vous enseigniez ? Pas trop, parce que j'ai fait l'effort pour... Mais d'autres de vos collègues de cette période ? Dans ma promo, j'ai encore eu des collègues qui étaient par ailleurs de très bons amis et qui ont connu des situations beaucoup plus conflictuelles que la mienne. Soit parce qu'ils n'avaient pas eu la chance comme moi d'être dans des lycées où on était très bien accueillis, soit parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils avaient peut-être manqué un peu de modestie ou d'habileté stratégique. Mais parce que ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y avait une parole peut-être aussi un peu anti-institutionnelle, quelque chose de l'ordre qui peut certes constituer une forme de dialogue avec la jeunesse, mais de l'ordre de l'engagement parfois un petit peu révolté pour changer la société. Ah oui, moi c'est incontestable. Moi j'appartiens à une génération charnière, la génération des années 70. Il y avait encore des gens qui étaient... Il y a quelque chose de post-68 ? Oui, j'avais un certain nombre de collègues, et encore plus dans les promos précédentes, ça se voit bien dans les entretiens qu'on a pu conduire avec Anne-Marie. Il y a des collègues qui étaient là pour faire la révolution dans les lycées. La révolution pédagogique ça devait être sympa, non ? était l'avant-garde d'une révolution politique. Alors aujourd'hui, ça fait peut-être sourire, mais vraiment, j'ai connu des gens qui étaient convaincus de cela. Donc ça a parfois fait des étincelles dans les établissements. Il y a même eu un certain nombre de rapports au ministère disant que ça ne serait pas plus mal si on se débarrassait de l'ESC, parce que c'était quand même un terreau d'abord de communistes, puis après 68 de gauchistes. Et puis il y avait des gens qui... J'espère qu'on pourra en parler avec les enseignants qui sont présents ici. Voilà. Au-delà de cette dimension politique, je voudrais quand même qu'on parle un peu aussi des élèves et de cette jeunesse qui change et qui a évolué et avec qui aussi le dialogue se noue d'une manière différente aujourd'hui. Et peut-être que ces différences, on a pu les noter entre les années 70, 80, etc. Alors moi, je ne peux pas vous parler des élèves aujourd'hui moins, je sais. Je ne les connais pas directement. Et sur les évolutions que vous avez pu constater. Quand je suis arrivé dans l'enseignement agricole,
la population des élèves était encore majoritairement agricole, moins d'Ardilly parce que c'était un lycée viticole, donc il y avait quand même des élèves qui venaient de milieux plus urbains, et surtout beaucoup étaient internes. Donc ça favorisait beaucoup les activités de l'association sportive et culturelle, on n'appelait pas encore ça l'ALESA à l'époque, et ça permettait, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, un contact avec les élèves qui était peut-être plus facile parce qu'il y avait probablement moins d'hétérogénéité qu'aujourd'hui. Et même si on n'était pas issu du milieu rural, si on faisait l'effort un petit peu pour adapter son propos et son comportement aux élèves, on avait souvent affaire à des élèves qui n'étaient pas forcément a priori convaincus par l'intérêt de l'éducation culturelle, mais qui étaient prêts à travailler si on était sérieux et si on se donnait les moyens de mener à bout ce qu'on appelle aujourd'hui le projet ou la pédagogie de projet. Donc pour moi, c'est un bon souvenir. Mais je ne vous cacherai pas qu'au bout de 10 ans, je crois que j'avais fait ce qu'il fallait pour mériter mon statut et mon salaire, j'ai été content de passer à autre chose. Ça, je ne peux pas le cacher. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer à autre chose à une époque où le ministère de l'Agriculture favorisait probablement beaucoup plus la mobilité interne qu'aujourd'hui. La